Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Où sont les hommes? Le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants et qui nous partagent leur retour bienveillant sur l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Nicolas Wolf qui est créateur et dirigeant de Costume Carbone. Bonjour à toi Nicolas et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonjour Déby et bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené, bien évidemment, à créer Costume Carbone? La parole est à toi. Alors c'est à la fois une longue histoire, mais je vais la faire courte. On est là pour ça. J'ai passé, ça remonte au siècle dernier, hein, si on va par là. J'ai passé 6 mois au Canada, à Vancouver, après mes études et l'armée, et j'en suis revenu avec vraiment une grosse envie de créer une entreprise, et en l'occurrence, c'était un commerce à l'époque. Et OK. j'ai pas osé. Finalement, en revenant en France, ça m'a paru tellement compliqué. Alors je parle des années, c'était 95 ou 16. Ça m'a paru trop compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais d'abord bosser, être salarié, me former finalement. Et moi, j'ai fait des études de sciences éco, donc c'était pas très pratico-pratique. Euh, et je me suis fait embaucher. Je voulais bosser dans le sport et dans une boîte anglophone, et j'ai trouvé un poste chez Nike. Donc, je pouvais pas trouver mieux. J'y suis resté Ouais. finalement 12 ans. Donc, j'ai passé 12 ans, et à la fin de ces 12 ans, sur la dernière année et demie, j'ai fait un MBA à l'Institut français de la mode. D'accord, Et super. c'était vraiment une super formation. C'était très, très enrichissant. Et dans ce MBA, une des UV, c'était création d'entreprise. Et en groupe, bosser sur la création d'une marque de vêtements masculins haut de gamme pour les amateurs d'automobile, Costume Carbone. Et finalement, ce projet d'école, les circonstances ont fait qu'un plan social chez Nike et la fin du MBA et que ça m'est revenu en fait cette envie d'entreprendre et de me mettre à mon compte. Ouais. J'avais la chance à l'époque aussi que dans l'équipe de 4 étudiants que nous étions, ce, por- ce projet il était initialement porté par un copain, David, et OK. qu'on pouvait s'associer tous les deux pour démarrer. Pas sûr que je l'aurais fait si j'avais été tout seul. D'accord. Ça s'est enchaîné en fait. On a créé Costume Carbone, nos premières collections. Nous sommes allés les vendre sur les circuits automobiles, et c'est comme ça que Costume Carbone est né. Et ça, c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Après, la réalité du marché de la mode nous a rattrapés. Bon, d'une part, je suis devenu le seul associé de Costume Carbone parce que David avait d'autres projets, et il ne pouvait pas forcément s'investir autant que moi, qui était Mmh. devenu libre du coup. Donc on s'est quittés bons amis, et on est toujours, on s'entend toujours bien. Le business étant ce qu'il était dans l'univers de la mode il y a 15 ans, euh, c'était assez difficile de sortir des circuits automobiles finalement. Les ventes qu'on faisait sur quelques week-ends dans l'année par beau temps, c'était très très difficile de les reproduire ailleurs et en magasin. Et les réseaux sociaux et Internet n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Et en parallèle, les entreprises nous ont demandé de faire des vêtements. En fait, c'est pas du tout quelque chose auquel on avait pensé au début, mais finalement, j'ai pivoté le business vers le B2B. Et donc, Costume Carbone, c'est devenu une activité de, alors, fabrication minoritairement, mais revente, personnalisation de vêtements professionnels. Toujours avec un positionnement assez haut de gamme. Voilà. Aujourd'hui, 15 ans après, on habille aussi bien que possible les collaborateurs et les clients de nos clients. Voilà, Bravo. en résumé. Alors, plusieurs questions par rapport à ton intervention. Alors, si j'ai bien retenu, tu avais dit en revenant du Canada, tu as voulu entreprendre, mais tu as pas osé. Qu'est-ce qui t'a Mm. freiné spécifiquement à ce moment-là? Et est-ce que c'est des freins que tu retrouves encore aujourd'hui? Oui, certains, j'en retrouve aujourd'hui. Alors, ça remonte à loin, mais je vois deux types de freins. Le premier, qui sont liés en fait. Le premier, c'est que ça m'a paru super compliqué administrativement parlant. Et OK. moi, je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs, hein. Mon père était instit et ma mère infirmière.
Donc, et il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ça m'a paru extrêmement compliqué et c'est lié au fait que je manquais probablement beaucoup de confiance en moi pour le faire. OK. Donc, c'en est resté là, en fait. C'en est resté là et ce que je retrouve aujourd'hui, bon, bah, c'est que le manque de confiance, il se travaille, au fil, des expériences et des années, mais, c'est pas forcément résolu, on va dire. C'est-à-dire Ouais. que c'est quand on manque de confiance, c'est difficile à soigner. C'est clairement de toute façon un travail personnel qu'il faut faire sur soi et qu'en effet, c'est Voilà, pas inné et que ça se travaille progressivement, en fait. exactement, tout à fait. Donc ça vient, avec le temps. Mon autre question ensuite, c'est, quand vous avez lancé Costume Carbone, donc c'est à destination justement du secteur de l'automobile. Pourquoi l'automobile, tout particulièrement? Alors c'était, il y a 2 raisons à ça. En fait, c'est un projet qui était porté par David, pour, donner un peu plus de détails. Initialement, le rêve, c'était de créer un concept store autour de l'automobile et en fait, on s'est retrouvés tous les 2 dans cette passion commune, l'automobile, parce qu'on a été baignés, par cette passion, étant gamins avec nos parents, nos OK. cousins, nos oncles. Hem, bon, il se trouve que du concept store, on en est arrivé à une marque de vêtements. Ça, c'est le déroulé de la réflexion. Et autre chose, c'est que en ayant beaucoup bossé chez Nike et en ayant été pas mal en contact avec le milieu de la mode masculine, on avait fait le constat que les marques qui fonctionnaient pour les hommes, c'était des marques avec un univers émotionnel assez fort et que le sport d'une manière générale et les sports mécaniques et l'automobile en Mmh. particulier, c'était un univers émotionnel qui était susceptible de fédérer. Pourquoi Costume Carbone? Spécifiquement pour le nom. Alors ça, parce qu'on a eu la chance, pendant cette chouette formation à l'IFM, de faire un brainstorming, destiné à notre projet, organisé par une prof de l'IFM, des étudiants de notre promo et de la promo suivante. Et que, un samedi matin, dans un chouette bâtiment, autour d'un stock de bonbons Haribo, on en est arrivé à sortir ce nom, qui fait la synthèse d'une certaine manière entre un univers masculin un peu poussiéreux, faut bien le reconnaître, celui du costume, parce qu'il se renouvelle, quand même moyennement, hein, la C'est longueur vrai. des vestes et puis, croisée, pas croisée quoi, on va dire, pour, simplifier et l'univers hyper technique et technologique de l'automobile. Donc du coup, l'association des 2 mots, ça sonnait bien et puis on a voté démocratiquement. Et du coup, bah, en tout cas, bravo pour ces 15 ans. Donc je te souhaite encore, 15 autres années, en tout cas pour, Ah Costume merci. Carbone. Et quelles sont les évolutions qu'a traversé l'entreprise, en fait, entre vraiment le point de départ et maintenant? Autant en termes de création que même en interne, que toi aussi en gestion? Je dirais qu'en termes de création, ça a été assez simple, on va dire, parce qu'il y a eu 2-3 collections avant qu'on arrête de faire du B2C. Donc la 1re évolution marquante, ça a été de passer du B2C progressivement au B2B et de conserver certains sourcings près d'usines pour faire des fabrications spéciales, mais de développer, fortement, le sourcing et la recherche de marques qui produisent du vêtement adapté au marché des professionnels, parce que c'est un business model totalement différent de ce qu'on peut voir dans le retail, hein. C'est des gens qui font des produits pour qu'ils durent très longtemps et qui soient en permanence en stock. Donc c'est totalement antinomique du retail où on fait des produits renouvelés tout le temps et qui sont jamais en stock. Donc ça a été le premier gros changement. Ensuite, un des changements, c'est quand, David a fait le choix de de progresser dans son entreprise, plutôt que de lâcher la barre Mmh. de son boulot, ce qui était tout à fait légitime dans son cas, je pense. Après quelques années, j'ai commencé à avoir des alternants avec moi avec, plus ou moins de réussite. En tout cas, le premier d'entre eux, c'était une très, très bonne expérience et aujourd'hui, il s'appelle Tristan, il se reconnaîtra. Aujourd'hui, Bonjour Tristan. c'est un garçon, qui travaille en freelance, en marketing digital, qui loue, son bureau chez moi, enfin dans mes bureaux et que je fais travailler, du coup avec qui j'ai
une bonne relation professionnelle et c'est très chouette. Et aujourd'hui, on va dire 2025, je pense, ça va être une année charnière D'accord. parce que c'est une année particulièrement difficile pour le business. On va dire que ça fait plus ou moins un an, hein, c'est très compliqué pour beaucoup de petites boîtes. Et donc, il faut que je saute un cap digitalement parlant. Donc là, je suis dans une grande réflexion sur le type d'accompagnement que je vais sélectionner, choisir pour passer un cap, pour être plus présent digitalement et probablement structurer, automatiser une partie du fonctionnement de l'activité. Sinon, ça va être compliqué. Ah ben je n'en doute pas malheureusement. Mais voilà, déjà que tu as cette, prise de conscience, c'est déjà très bien pour pouvoir, y remédier en tout cas. Et justement par rapport à ta clientèle, parce que en plus, comme tu disais, tu as fait ce virage B2C à B2B, comment justement tu arrives à proposer justement, enfin voilà tes produits à une clientèle B2B? Surtout que tu l'as élargie, qu'elle est plus justement au niveau du secteur de l'automobile. En fait, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que les premiers clients B2B, on les a trouvés sur les circuits. C'est D'accord. des patrons d'écuries de course, des sponsors, des organisateurs d'événements, des pilotes qui sont souvent, les pilotes amateurs sont souvent des patrons de leur propre boîte. Donc en fait, ça a été nos premières expériences, de B2B et essentiellement dans le secteur de l'automobile, mais aussi dans le transport et la logistique. Donc la clientèle, elle s'est élargie, pas mal par le bouche à oreille, au départ et encore maintenant. Et ensuite, à un certain point, on va dire peut-être vers, 2016, au bout de 6-7 ans, j'ai commencé à faire du networking, à rentrer, dans les réseaux, physiques, locaux, où j'ai rencontré aussi beaucoup de monde et ben, c'est une forme de bouche à oreille et c'est la manière dont le business s'est développé, mais il a développé stagné, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai bien pris conscience que le networking et le bouche à oreille, c'est bien. Déjà, ça permet de se sentir beaucoup moins Tout à seul, fait. ce qui est un piège et un écueil énorme pour les entrepreneurs et entrepreneuses comme nous. Simplement, on n'arrive pas à prévoir le flux de business et c'est absolument pas mesurable. En fait, ça vient en subit par le bouche à oreille. C'est ça vraiment qu'il faut que je change de manière à la fois augmenter et mieux prévoir. Et si maintenant je te pose une question sur la partie création, en fait, quels sont les modèles? Parce que je pense que peut-être vous avez étendu votre gamme et vous faites peut-être pas que des costumes. Et en termes de création, est-ce que c'est toi qui fais les patrons, et cetera? Enfin, comment ça se passe en interne? Non, pas du tout. Alors au début, j'avais coutume de dire que je faisais tout sauf les OK. dessins, parce que je suis vraiment une quiche en On dessin. est 2. Maintenant, quand on quand on fait, des chemises, alors initialement, j'ai fait faire des collections par un OK, styliste, qui est, en l'occurrence le frère jumeau d'un des étudiants de ma promo. Ça a duré seulement, quelques collections. Il y a eu 2-3 collections, hein, pas plus. Après, en termes de création, c'est devenu, très, très, très simple et pas du tout sexy comme on peut l'imaginer pour une marque de mode. C'est-à-dire que dans une entreprise, quand on fait des vêtements, des vêtements d'entreprise, ça reste beaucoup plus sobre et beaucoup plus simple. En fait, ce qui est très important, c'est que l'ADN de la marque qui va être porté soit respecté, que les vêtements soient de bonne qualité, oui, bien coupés, pour qu'ils remplissent vraiment leur mission de vêtements, c'est-à-dire qu'ils soient beaux, qu'ils soient protecteurs, et que finalement les collaborateurs s'y plaisent et que ça renforce l'esprit d'équipe. Mais on s'écarte beaucoup en fait du côté très créatif, quoi. d'accord. Alors effectivement, on va peut-être le voir dans certaines entreprises qui font faire des uniformes très créatifs et à grande échelle, comme les compagnies d'aviation. Mais moi, aujourd'hui, je n'accède pas encore à ce genre de marché. Et si c'était le cas, d'ailleurs, on s'est arrivé sur une pièce, par exemple sur un t-shirt, sur un t-shirt d'écurie de course.
quand on a besoin d'une réelle, création pour un vêtement original, je fais appel soit à une graphiste qui est Ouais, dans mon réseau, soit toujours au même styliste qui connaît bien notre ADN et qui va savoir, créer un vêtement pour le client. d'accord. La plupart du temps, ça reste, assez sobre. OK. Et sur le choix des matériaux, parce que justement tu parlais de protection, donc du coup, quelles sont les matières spécifiques que tu utilises? Alors les matières, c'est assez, on va dire, ça tourne beaucoup autour du coton et du polyester. Donc tout ce qui est t-shirt, polo, sweatshirt, c'est majoritairement du D'accord, coton, parfois avec un mélange de polyester dans les sweats. Après, tout ce qui est, parka, vêtements de sport, polaires, tout ça, ça va être beaucoup plus du polyester. Et ensuite, bon, dans certains cas, on a des produits, enfin des matières, un peu plus rares ou plus riches, comme des mélanges avec de la laine ou des mélanges avec du modal, en fonction des besoins. Mais la plupart du temps, on va dire, la loi de Pareto, elle s'applique, fondamentalement, quoi. C'est les 20-80, c'est soit du coton, soit du polyester, soit un ouais, mélange des 2. je comprends. Alors là, une question plus sur, la gestion. Donc comme tu me disais, tu as lancé Costume Carbone avec David et il est parti après au bout de combien de temps après? C'est loin, mais je pense que c'est 2-3 ans max. D'accord. Ouais. Et depuis, donc tu gères tout seul Costume Carbone. Est-ce que tu as, à un moment donné, eu envie justement de t'associer avec quelqu'un d'autre ou vraiment tu as vraiment envie de rester tout seul? Et pourquoi enfin, pourquoi dans le sens, est-ce que tu es OK de gérer tout seul, ou tu aimerais t'associer avec quelqu'un? Je dirais que je suis assez OK de gérer tout seul et je pense que ça faisait partie de mon envie initiale, même si je remonte aux années 90, mon envie initiale, c'était vraiment d'être indépendant et le fait d'être associé, avec quelqu'un, bah, c'est perdre une partie de son indépendance. Maintenant, je suis bien conscient que tout seul, c'est quand même, vraiment difficile d'avancer et la stagnation que j'observe sur une partie de ces années, elle est, elle est aussi consécutive du fait que je sois resté tout seul. Si je devais parler vraiment business, je dirais que j'aurais probablement eu intérêt à m'associer. C'est vrai qu'à titre perso, je suis pas malheureux, à être resté tout seul. L'occasion s'est pas non plus forcément présentée. Est-ce que tu penses que, si vraiment oui, bon, tu me diras l'occasion ne s'est pas présentée, mais est-ce que tu penses à ton sens que, justement, trouver quelqu'un avec qui s'associer, en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est, une question de chance ou que c'est ça reste très difficile? Alors, je pense que tu pourrais poser la question à 100 personnes et tu aurais 100 réponses différentes et probablement une moitié qui te dirait, d'expérience: «Ah non, l'association, surtout pas moi, Mmh, jamais», parce qu'ils ont eu des expériences ouais. malheureuses. Et puis d'autres qui diraient, et à juste titre, «Oui, c'est une nécessité si on veut avancer, faire les choses en grand, il faut s'associer parce que tout seul, on n'y arrive pas». Donc bon, bah, moi, mon expérience, montre que j'ai préféré rester tout seul. Mais aujourd'hui, dans une situation économique qui se complique, probablement, ça serait peut-être plus, je ne sais pas, en fait. Ouais, Franchement, je sais pas. Ça reste un sujet compliqué de toute façon. on est d'accord là-dessus. Est-ce que tu aurais des sur ces 15 ans d'aventure avec, Costume Carbone, est-ce que tu aurais des anecdotes, à nous partager autant, des que ça soit des réussites ou, alors j'utilise pas le mot échec, mais des apprentissages, que tu voudrais justement nous partager? Ouais, des apprentissages, j'en ai eu un peu douloureux sur un jour une production, en Asie que j'ai pas fait contrôler, suffisamment OK. bien et qui s'est révélée défectueuse à l'arrivée et Ah puis, mince. bah, la prod a été balancée et du coup, ça m'a fait perdre pas mal d'argent. Mais c'est un apprentissage puisque je l'ai appris à l'armée aussi, ce qui ne nous tue pas nous rend plus Clairement. forts. Donc maintenant, quand ça arrive de faire des imports, le contrôle qualité, il est fait et c'est pas le genre de choses qui s'est reproduit, heureusement. Si, il y a un sujet qui a été particulièrement réussi,
C'est une collection complète qu'on a faite en 2013 pour Valeo. À l'époque, au marketing chez Valeo, il y avait quelqu'un qui était vraiment fan d'une des marques du groupe. Alors, il faut savoir que Valeo, c'est un conglomérat qui s'est fait à partir de plein d'équipementiers automobiles, dont font partie la marque Marshall, SEV Marshall, la marque Cibier, qui sont des marques de phares et d'équipements électriques. Ferrodo, c'est des Ouais, freins, enfin bref. Et donc au marketing, il y avait un monsieur qui est probablement toujours collectionneur, on va dire, de produits de la marque Marshall. Et on arrivait sur les 90 ans, sur les 90 ans de Marshall. Et il a voulu célébrer ça avec ses clients et distributeurs d'équipements automobiles en créant une collection textile pour faire des cadeaux et des incentives. Donc ok. on a fait ça Marshall par Costume Carbone. Donc, ça a été une collection très graphique avec des vieux écussons. Il faut savoir que Marshall, en fait, c'est une des premières marques qui a beaucoup utilisé la publicité imprimée, dessinée, par des gens qui faisaient des affiches de théâtre et de cinéma. Et donc, il y a un fond D'accord. d'image absolument fantastique avec lequel on s'est beaucoup fait plaisir sur des polos, des t-shirts, des sweats. C'est une chouette collection fabriquée au Portugal. C'était vraiment une super expérience. Disons que en comparaison de tout le reste du vêtement professionnel, c'était beaucoup plus sexy de faire ça que Mhm. simplement des polos avec une broderie, quoi. Même si ces derniers ont tout à fait C'est leur sûr. place et leur utilité. Tu viens de leur mentionner ton expérience à l'armée. Alors après, sauf si tu veux pas forcément rentrer dans les détails, mais est-ce que tu penses que, euh, bah, bien évidemment, c'est cette rigueur, l'autorité, etc., que tu as eue, a aussi influencé justement ta position de chef d'entreprise? Oui, certainement un peu. Je pense que ça a influencé un peu ma vie hein, d'une manière générale. L'armée et le sport. Alors le sport a une beaucoup plus grande place, mais l'armée, bon, Mhm. j'ai fait le service militaire dans un régiment parachutiste et bah, Ok. c'était rigoureux, on va dire. C'était Vraiment? rigoureux. C'était ouais, c'est ça, c'était exigeant et au début, ça a pas été facile, mais ouais, disons que c'est alors moi, je suis pas, c'est pas dans mon caractère hein, d'être comme ça. Hein. Je pense on pourrait demander aux alternants qui sont passés chez moi. J'ai pas un profil de sergent parachutiste comme j'étais à l'armée, mais euh, c'est une organisation qui fonctionne quoi. On peut pas dire, Oui. ça fonctionne. La pédagogie fonctionne, le truc fonctionne. Bon après, oui, ça marque, ça laisse des souvenirs. Parfois, je dis que ça laisse des séquelles, mais en fait non, c'est juste pour rire. Je pense après, tout dépend des expériences, quoi. Exactement. Mais pour moi, c'était plutôt une bonne expérience. Non, tant mieux. Selon toi, bien entendu, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu perçois, à tes yeux? Moi, l'entrepreneuriat féminin, je l'observe, on va dire, de deux manières. Tout d'abord, dans mon réseau de travail au quotidien, c'est-à-dire mes consoeurs dans les mêmes métiers que moi, et mes clientes éventuellement, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plus des salariés, mes clientes, et mes sous-traitants, eux. Ouais. Ça, c'est une première manière et j'avoue que ça me pose pas de question particulière que ce soit des femmes ou des hommes, quoi. C'est juste des partenaires de travail et la deuxième voie d'observation, sont les réseaux physiques où bah, je rencontre beaucoup de femmes qui ont créé leur entreprise avant moi, après moi, heu et ça semble bien se passer, en fait. En fait, je manque de commentaires, si tu veux, parce que c'est moi, je trouve ça plutôt chouette de travailler avec des femmes. J'ai toujours bien aimé ça. Donc Mmh. quand je rencontre des femmes d'une manière générale, je trouve ça plutôt sympa, quoi. C'est-à-dire que il y a un truc qui peut me déranger, c'est quand un groupe ou un club d'entreprise va être
exclusivement ou très, très majoritairement masculin. Et là, je trouve qu'il manque quelque chose dans le groupe. D'ailleurs, je fais Ouais, partie d'un club d'entreprise dans lequel on est une vingtaine de membres. Je connais pas les stats nationales, mais force est de constater qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes entrepreneurs que de femmes. En tout cas, enfin, c'est ce que j'ai observé. ouais. Et c'est vrai que dans notre groupe, il y a eu depuis 7-8 ans entre un gros tiers de femmes et seulement quelques-unes. Et je trouve que c'est moins bien quand il y en a moins, quoi. L'ambiance est moins Ouais. bonne, c'est moins sympa. Et à quoi c'est dû, selon toi, tu penses? Bien évidemment, cela n'engage que toi, mais Bah, je pense que en mais fait les sociétés sont faits de les groupes sont mixtes essentiellement et que c'est bah, les femmes elles apportent leur valeur ajoutée, leur sensibilité, leur intelligence dans les groupes et que mmh. s'il y a pas de femmes, bah, il manque quelque chose quoi. Enfin c'est ouais. Ouais, il faut un mix des 2, quoi, tout Ouais, c'est simplement. ça, ouais. Pour prendre un exemple extrême puisqu'on parlait de l'armée, à l'armée, il y avait pas de femmes. Ben, j'ai pas, au quotidien envie de retrouver l'ambiance de l'armée, quoi. C'est pas pour dire du mal de mes congénères, mais je trouve que l'ambiance est meilleure et un peu plus subtile. Des femmes font partie du groupe, pas que Mmh. des hommes. Et justement, tu parlais de tes consoeurs justement, qui sont dans le même créneau. Est-ce que certaines t'ont fait part, de problématiques ou pas spécialement ou peut-être enfin, pas forcément des grosses problématiques, mais peut-être des choses sur lesquelles où elles vont difficilement avoir, ce qu'elles veulent, alors que toi, ça va? Ou pas spécialement, au final, elles ont réussi à se démarquer? Alors non, non, je pense en particulier à une consoeur, dont je suis très proche et on bosse ensemble en fait, parce qu'on a des compétences complémentaires. Ce que je t'ai pas dit c'est qu'en devenant fournisseur de vêtements Ouais, corporate, j'ai été exposé à des demandes d'objets promotionnels, parce que ce sont les mêmes acheteurs et acheteuses souvent et que du coup, bon, bah, j'ai dû monter un peu en compétence sur l'univers de l'objet OK. publicitaire. Il se trouve que cette consoeur-là en particulier, elle est très, très forte sur ce segment et qu'elle avait besoin d'apprendre sur le textile. Donc on est très complémentaires et on échange beaucoup d'informations, presque Ah super. quotidiennes sur, où aller sourcer tel ou tel type de produit, qui va plus vite que l'autre, enfin bref. Quel prix on peut avoir chez les uns et chez les autres, enfin bref. Donc on travaille beaucoup ensemble. Alors il se trouve que, cette femme-là, elle est très forte, en commerce, et elle m'inspire, pour le coup parce qu'elle est bien meilleure que moi. Et je pense pas l'avoir jamais entendu dire que, elle ait eu, du mal avec quelque situation, que ce soit parce qu'elle D'accord, était une bon tant femme. mieux. Ce que j'ai pu l'entendre dire, c'est que, certains clients ou certains fournisseurs, avaient essayé de la draguer, mais bon, bah, enfin, quand on est adulte, enfin moi je vois ça comme ça, hein. Elle est droit dans ses bottes, cadre les gens, ou enfin c'est bah, moi aussi, ça peut m'arriver de me faire dragouiller, en tant qu'homme, mais bon, bah, voilà, je suis marié, j'ai des enfants, Ça s'arrête là. c'est pas c'est pas le propos, quoi. Mais non, j'ai pas souvenir, que des consoeurs, m'aient fait état de problèmes, parce qu'elles étaient femmes et entrepreneurs. Et est-ce que, peut-être tu me diras, peut-être tes consoeurs, s'il y a des femmes entrepreneurs que tu suis qui t'inspirent peut-être? Oui, alors oui, il y a ça peut arriver qu'il y ait des gens qui m'inspirent, sur Mmh. LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, mais moi aussi je communique sur les réseaux sociaux et je suis bien conscient que, il y a la réalité de Oui, la vie de chacun et puis ce qu'on met sur les réseaux sociaux, donc j'évite de trop me laisser ouais, inspirer par, ce qui peut être juste de la com. Et à côté de ça, oui, parmi alors cette consoeur, elle m'inspire parce que, je vois ce qu'elle fait bien mieux que moi, donc j'augmente mon niveau de jeu à son contact. Et après dans mes clientes, il y a une femme qui m'inspire beaucoup.
qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs au début de l'aventure en nous faisant bosser. Et c'est une dame qui est patronne d'une boîte de transport de 3000 salariés. Elle fait plein de Super. choses. Et bon, moi, je suis impressionné par cette capacité, quoi. Bien, est-ce que tu aurais du coup, un message à transmettre à tous les entrepreneurs qui vont nous écouter et nous regarder? Faut se jeter à l'eau, faut pas trop hésiter, pas attendre d'être prêt, et puis avoir confiance en soi. Même si, je suis pas la meilleure personne pour véhiculer ce message, parce que encore une fois, j'ai pas une grosse confiance, mais faut y aller. Je pense qu'il faut intégrer, faire du networking, Mmh. au niveau local, c'est super important. Aujourd'hui, il y a des gens qui diront, «Ouais, les clubs d'entreprise, gna gna, ça rapporte pas assez, il faut faire du marketing digital et compagnie». C'est vrai, mais s'entourer, de gens de bonne volonté, de compétences, et même à terme d'amitié, c'est essentiel. Je pense que rester tout seul, sans parce qu'en fait, bon moi j'ai pas d'associé, je Oui, suis tout seul, mais avec des gros guillemets, parce que finalement autour de moi, j'ai une équipe de sous-traitants partenaires et je considère que je suis pas tout bien seul sûr. en réalité, parce que je fais bosser beaucoup de gens et d'autre part, j'ai autour de moi des entrepreneurs dans 2 ou 3 clubs dont je suis, un participant actif qui sont, des fournisseurs, des clients, des ressources, au quotidien et c'est supra important. Franchement, je trouve alors c'est une vision, de 50 ans et plus. Peut-être que, à 18, 20 ou 22 ans, on va se dire: «Non, non, mais moi je fais tout sur, internet, digital, je peux rester tout seul, faire tout en visio et ça ira très bien comme ça» et c'est OK. Ma vision des choses, c'est qu'on a besoin de contact humain et depuis la pandémie, j'ai reçu, une multitude de preuves de la part des clients qu'ils avaient aussi besoin de contact humain, en fait et je pense que, ma valeur ajoutée et la valeur ajoutée de chacun dans son entreprise, bah, en fait, c'est son authenticité et qu'on peut, enfin moi je vais essayer de le faire, hein, d'automatiser, plus de leads, digitalement parlant, d'automatiser une partie du process. Mais ma valeur ajoutée de contact humain, je vais la préserver et la travailler parce que finalement c'est la plus grande richesse qu'on a, je Je suis tout trouve. à fait d'accord avec toi. Faut vraiment, et c'est pas parce que tu as plus de 50 ans, c'est faut vraiment tout multiplier les canaux et en effet, le digital ne fait pas tout et je pense que le covid est un rappel qu'en effet, on est des êtres humains, donc il faut rester connectés, il faut se parler et que c'est comme ça qu'on peut tous s'élever vers le haut, en fait, tout simplement. Merci beaucoup, Nicolas, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Avec plaisir. Merci pour ton invitation, Déby. Merci beaucoup et merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés ou visionnés et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de notre podcast Où sont les hommes? Bonne journée à tous. Bonne journée à tous, merci. Où sont les hommes, les alliés pour un monde nouveau?